mêmes erreurs, ouais, de ne pas tester assez de créa. Ok. Tu te dis, ouais, j'ai testé 20 créas ce mois-ci. Je me dis, non, en fait, tu comprends pas. Il faut que tu en testes 150 par semaine. Penser sur Google te permet d'être bien référencé sur ChatGPT. Ouais, Donc en fait, ça, tu peux ça. pas te passer de l'un complètement. La communauté des TikTokers qui créent du contenu, qui s'entraident. Ah, toi, qu'est-ce que tu as trouvé comme hook pour vendre plus sur TikTok Shop? Bah, en fait, moi, j'ai habillé mon chien de la même couleur que ma mère. Enfin, avec des hoodies kaki. Il a fait 1000 euros par jour avec cette nouvelle créa. Bonjour et bienvenue dans cet épisode des coulisses. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Yacine et la marque Delsay, ce leader mondial de la bagagerie. Le but aujourd'hui, c'est de découvrir leur partenariat, la manière dont ils gèrent différents pays et surtout comment ils ont pu passer d'une migration d'un CMS à l'autre. Salut Yacine, bienvenue dans les coulisses. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Delsay Paris avec toi. On va parler de ta migration Salesforce vers Shopify qui a permis de diviser les coûts par 3, de votre croissance e-commerce de plus de 124%. Et de comment tu pilotes 90 pays depuis Paris. Yacine, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours en quelques mots? Comment on passe de consultant data chez 55 et fondateur de Studio Comet à piloter tout l'e-commerce mondial de DLC Paris? Salut Karim, merci pour l'invitation. Merci de me recevoir. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai été diplômé en 2014. J'ai fait une école de commerce assez classique. Ensuite, ma première expérience, effectivement, c'était en cabinet de conseil. On dit même plutôt agence, un peu un modèle hybride qui est 55, comme tu l'as dit, où j'ai pas mal bossé en analytics et en media buying. Ensuite, j'ai géré la partie data d'un acteur de la food tech pendant à peu près 1 an. Et ensuite, 180 degrés, et je décide de vouloir créer du contenu et je deviens freelance. Donc ça, c'était juste avant le Covid. Donc là, vraiment, j'avais un peu un ras-le-bol en fait de ce que je faisais. Je voulais un petit peu amener de la créativité dans mon monde qui était très rigoureux, très chiffré, très analytique. Je voulais amener un petit peu d'imagination. Et donc, je décide de vouloir faire le tour du monde. Et je vends tout le matériel que j'ai pour acheter du matériel de photo et de vidéo et financer mon tour du monde avec du contenu que j'allais créer, alors principalement pour des auberges de surf et pour des restaurants. Moi, je surfe depuis que je suis tout petit, donc je me suis dit, c'est parfait, je voulais vraiment un break de tout ça. Et ce qui se passe, c'est que je quitte mon taf juste avant le Covid. Et là, je me retrouve avec 15 000 euros de matériel et je suis bloqué à la maison. Je peux rien faire. Donc j'avais commencé, en fait, j'avais eu déjà 2-3 projets que j'avais effectués, mais ça s'est vraiment coupé court à cause du Covid. Donc là, je me retrouve avec 15 000 balles de matériel et sans la possibilité de tourner. Par contre, je savais monter. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des vidéos pour des e-commerçants et principalement des dropshippers parce qu'à l'époque, il y en avait plein pendant le Covid. Et là, j'en commence à faire 1, 2, 3, 4, 5 et j'étais plutôt bon à ça. Et c'est là que va démarrer ma période dropshipping. En fait, je me suis dit, OK, il faut que je teste, ça a l'air super cool comme business model. Donc j'ai eu une expérience de à peu près 2-3 ans en dropshipping. C'était vraiment génial. Je continue à dire que c'est la meilleure école du e-commerce. Ça t'apprend vraiment à tester plein de produits sur plein de marchés différents. Et à peu près vers le début de la guerre en Ukraine, j'avais un business qui avait une usine qui était en Ukraine et qui s'est arrêté justement à cause de la guerre. Donc c'est là où j'ai bifurqué vers plus le modèle agence avec Studio Comet. C'est juste la transition naturelle de mon état de freelance. Et je faisais pas mal de sites, pas mal de migration, d'émissions CRO. Et c'est un peu comme ça que je trouve Delsay. Qui avait besoin en fait à l'époque de quelqu'un pour mener la migration de Salesforce vers Shopify en France et à l'international. Donc c'est là que c'est un peu dans ce contexte que j'arrive et que voilà et que je mène la migration. Comment s'est fait la rencontre entre Delsay et toi? Écoute, moi ce que je faisais à l'époque, c'est que pour trouver des missions, d'ailleurs ceux qui ont des agences,
ça peut être un type intéressant. En fait, je postulais en fait, à des annonces de CDI Ok. parce que ça veut dire que tu as besoin d'une ressource, tu as besoin d'aide, tu as besoin de. Quelle que soit la nature du contrat, la forme du contrat, tu as besoin de quelqu'un. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que je passais les entretiens. Et en fait, dès qu'il y avait le contact, c'était beaucoup plus facile de négocier ensuite, que ce soit un contrat freelance ou que ce soit même un CDI ou un CDD si dans des bons termes. Donc voilà, ce que je faisais, c'est que je postulais en fait à des offres de CDI et que j'essayais de changer un peu la nature du contrat en faisant des offres freelance. Et puis voilà, si ça marche, derrière, on continue sur une plus grosse collab. Bah là, du coup, ça a marché. Voilà, là pour le coup, ça a marché parce que ça fait presque 4 ans maintenant que je suis avec DLC. Bon, le poste, il a un peu évolué. J'ai fait pas mal de choses dans la boîte. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Mais ouais, c'est vrai que ça a commencé d'abord avec cette migration. Et du coup, tu arrives chez DLC en janvier 2022. C'est quoi le constat Ouais. de départ sur le digital? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de relever ce challenge après ton entretien avec le CDI vers... Alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai un peu deux casquettes. J'ai la casquette du pirate dropshipper, tu vois. Ok. Et j'ai aussi la casquette du bon élève, tu vois, qui a fait HEC. Et donc, du coup, en fait, les deux se marient plutôt bien. Donc, en fait, j'arrive dans un monde où je trouve des choses plutôt bien structurées. Mais il y avait plein de choses qui, pour moi, n'avaient pas de sens. Déjà, en tant que dropshipper, ou en tant que personne qui fait du e-commerce avec un budget, on va dire, relativement limité, tu fais très gaffe aux dépenses. Et cette frugalité, je pense qu'elle est hyper importante pour avoir un business qui est sain. Je vois plein de business avec qui j'ai travaillé dans le cadre de mon agence, qui ont parfois des gros budgets et qui sont parfois décorrélés de OK, où est-ce que j'ai besoin de mettre mes sous? Voilà, j'ai 100 unités. Qu'est-ce que je fais de ces 100 unités? Et les gens ont un peu, des fois, on les voit un peu dépenser à outrance et sans avoir vraiment réfléchi s'il y a de la valeur, il y a de l'impact dans mes actions. Donc j'arrive en fait et je trouve un environnement où il y a plein d'agences qui nous facturent des bras pour tout et n'importe quoi. Je me rappelle très bien une anecdote. J'arrive, on était sur Salesforce. Donc Salesforce, faut comprendre, c'est un outil qui est très très bien quand on a une grosse structure. Quand on fait plus de 100 millions, c'est excellent comme outil. Quand, comme nous, à l'époque, on en faisait à peine 5 ou 6, c'est très différent. C'est beaucoup trop lourd, c'est pas très flexible. Et donc voilà, donc j'ai l'histoire de cette agence que je vais pas nommer, mais qui, vraiment, pour changer un bouton dans le checkout, j'avais demandé ça mercredi. Ils nous ont dit que les demandes de devis, c'était mardi prochain. Je dis, wow, ok, d'accord, fine. On attend mardi. Et ensuite, on dit, la ressource, elle sera allouée que dans 10 jours. Donc, la ressource est allouée dans 10 jours, effectivement. Le mec fait le taf. Bon, il était assez rapide, 2 jours. Quand même, on parle d'un bouton. Donc, au final, 21 jours et quasiment 1500 euros. Donc là, je me suis dit non, c'est pas possible en fait. Sachant que moi, j'avais l'habitude d'envoyer un WhatsApp à 11 h du soir. Le truc, il était réglé. J'avais un freelance qui était sur un fuseau horaire, un freelance sur un autre fuseau horaire. Le truc était fait en moins de 24 heures. Et donc voilà, le constat que j'arrive, c'est que c'est une organisation qui peut avoir parfois des process un peu lourds. Mais après, je comprends, c'est pas une boîte qui est digital first. C'est pas une DNVB. Enfin, faut vraiment se rendre compte, c'est une boîte qui vient du retail. Donc, il n'y a pas forcément tous ces automatismes. Et donc, j'arrive et j'essaye vraiment d'appliquer un peu cette théorie que j'appelle du bon sens, où l'idée, c'est de couper court avec les agences. Donc, j'arrive, je vois ça, en fait, j'arrête toutes les collaborations. J'étais vraiment la bête noire. Même ceux avec qui ça se passait bien, j'arrête. Je ne renouvelle pas j'enlève les clauses de renouvellement tacites. Et ça, je sais que les gérants d'agence vont me détester pour ça, mais tout simplement parce qu'en tant qu'annonceur, ça te donne un pouvoir de levier en fait. Ok. Et donc même si ça se passe bien, ça te donne un pouvoir de renégocier. Et si ça se passe mal, à ce moment-là, tu as ton exit. Et donc voilà, donc j'arrive dans ce contexte-là. On fait la migration qui prend à peu près 6 mois. En vrai, le front était assez simple. Ce qui était plus compliqué, c'était de connecter Shopify au reste des outils de l'écosystème. Si tu as un écosystème tech qui est moderne, récent, c'est une histoire de 2 mois. Genre vraiment, ça dépend des outils de ton écosystème. Et puis s'il y a juste ton ERP, par exemple, qui est un peu vieux, tu as besoin de faire des pipes custom, ça peut retarder ton projet de 2, 3, 4, 5 mois. Et juste avant la transition, tu disais, quand tu es arrivé, ils avaient déjà plusieurs agences. Peut-être une Ouais. agence de créa, une agence age. Comment tu choisis une agence? Que ça soit une agence web, Shopify ou autre, Ouais. ou une agence ads, quel est ton critère qui permet de dire, eux, ils sont bons, Ouais. ou... parce que tu as plein de personnes à qui manquent les connaissances, c'est normal. Ouais. Et par contre, ils essaient de s'entourer des meilleurs. Ouais. Et comment faire un choix? Bah,
C'est une bonne question. Déjà, je pense qu'il faut maîtriser un minimum le sujet. Ok. Sinon, une agence pourra toujours te bullshiter. Ok. Donc toi, en tant qu'entrepreneur ou en tant que directeur e-commerce, ton but, c'est vraiment d'être un peu un couteau suisse, de comprendre en fait tous les touch points qui sont liés de près ou de loin à toi, et de comprendre. Donc si une agence média, il faut comprendre que la créa, c'est hyper important, la data, c'est hyper important, qu'est-ce qu'on va suivre comme KPIs, comme métriques, et à le côté aussi relationnel, communication, proactivité. Donc moi, en général, je vais jamais signer d'engagement avec une agence, Ok. avec n'importe qui d'ailleurs, en Que ce fait. soit ads ou créa Que ce ou soit tout ce Ad que ou tu veux. que ce soit n'importe qui. En fait, pour moi, une agence a besoin de faire ses preuves tout le temps, tous les mois. On est là, on dépense des montants qui sont importants, donc c'est normal qu'on ait cette exigence-là. Donc en général, on va travailler sur des périodes un peu d'essai, ou soit month by month, comme voilà, plein d'agences avec qui on bosse, et ils sont confiants de la qualité de leur travail, et ils savent très bien que demain, ils font du mauvais travail, ils sont out, il y a d'autres agences qui attendent et qui sont prêts à faire les efforts nécessaires. Tu Euh, poses des questions qui sont toujours les mêmes pour savoir ou pas. Euh, Ouais, bah, par exemple, justement, le fait de maîtriser en fait ce que fait une agence, tu vas vouloir savoir, je vais leur demander comment vous pilotez la perf, tu Ok. vois. Ça, c'est une question qui peut te donner beaucoup d'éléments de réponse. Ok. Est-ce que tu suis les perfs quotidiennement, mensuellement, de manière hebdo? Quel type de reporting? Tu vois, est-ce que tu vas piloter au blended CAC? Est-ce que tu vas piloter au ROAS, au MER? Et il n'y a pas une seule bonne réponse. En Ok. fait, ce qui est important pour moi, c'est que l'agence comprenne le business et que il soit impliqué dans le business. Ok. Et ça, c'est hyper important. Genre vraiment, j'utilise un peu l'anglicisme, mais people who care, c'est totalement vrai. En fait, on veut des personnes qui sont impliquées dans le business, qui sont impliquées dans la réussite comme dans les défaites. Et voilà, et quand il y a des défaites, apprendre de nos erreurs et voilà. Et T'as une agence ou pas, mais qui bosse bien et qui t'a où tu t'es dit franchement sympa. Et sinon, tu peux dire réponse blanche et non, non, je veux pas faire le mec qui trouve que personne ne bosse bien. Non, on bosse avec plein de gens talentueux. On bosse avec Standardicom, ok. de Tom, avec qui ça se passe très très bien. Et on a abordé ce sujet la dernière fois, de l'email marketing, du CRM. Et moi, j'avais beaucoup galéré pour trouver une bonne agence CRM, Ok. parce que ça demande des skills complètement différents. Il faut être bon en copywriting, il faut savoir bien parler, il faut être dans le côté data analytique, bien segmenté. Tu n'as pas envie de spammer ton consommateur, tu veux vraiment lui apporter le bon message au bon moment. Pour ceux qui maîtrisent pas, pour toi, c'est quoi la partie CRM? Quand tu Alors, dis la partie CRM, c'est tout ce qui est email marketing de manière globale. Donc, comment on s'adresse aux clients via un canal comme l'email, comme le SMS. Et c'est un peu voilà, toute la partie euh, relation client via l'email et le SMS. donc pour tous ceux pour qui vous avez réussi à récupérer les contacts, Ouais, qu'ils aient acheté ou non, voilà. comment les convertir, plus ou moins? C'est ça, exactement. Comment les convertir ou comment aussi. Parce que des fois, oui, certes, la plupart des mails qu'on fait, c'est des mails de conversion, mais il y a aussi des mails d'engagement, des mails pour raconter une histoire, pour raconter l'histoire de la marque. Et ça, c'est hyper important. C'est un truc qui est souvent négligé par les commerçants qui sont, et c'est normal, rivés sur les profits, sur les conversions. Mais de temps en temps, savoir lâcher un petit peu la conversion pour venir nourrir des audiences de notoriété, de considération, d'awareness, bah, ça aide beaucoup plus le business que ce qu'on pense. Typiquement, en octobre, par exemple, qui est un mois qui est relativement down, parce que c'est normal, les gens, ils essayent de pas trop dépenser parce qu'ils savent qu'en novembre et décembre, ils vont avoir des dépenses pour le Black Friday, pour Noël, etc. Donc en octobre ou en juin, par exemple, avant les soldes, c'est beaucoup plus intéressant de venir nourrir des campagnes de Hmm. noto, de venir, on va dire, warmer, chauffer ces audiences-là, qu'on va faire descendre dans le funnel au moment opportun. Et je pense un gros enseignement, c'est de ne pas essayer de nager contre le courant. Il y a un courant, il y a une saisonnalité. Si tu essaies de te battre contre le courant, tu n'y arriveras pas. Tu vas perdre ton effort, tu vas, en fait, tu vas gaspiller tes efforts pour rien. Et donc l'idée, c'est vraiment de suivre le flow, en fait, comme tu surfes. Quand il y a la vague, tu la prends. Quand tu l'as pas, tu attends qu'elle passe. Et ça, c'est hyper important. La saisonnalité en e-commerce, il y a des gens qui disent oui, pourquoi on a fait moins qu'hier? En fait, non, c'est juste c'est le marché qui est comme ça.
Et donc voilà, faut apprendre à surfer sur les bonnes vagues. Hyper clair. Et, euh, et donc, du coup, tu me disais, vous payez super cher pour changer un bouton sur Salesforce. Tu te dis, je vais faire la transition. Mm. Euh, C'était quoi l'impact concret? Vous avez divisé les coûts par 3. Ça représentait quoi et comment tu l'as vendu en interne? Parce qu'ils se sont dit, putain, il y a un gars qui arrive. Ouais, Et là, il nous dit, les gars, on change tout, on passe de Salesforce à Shopify. ouais. Comment tu l'as vendu et pourquoi? Alors déjà, c'est pas moi qui l'ai vraiment vendu. En fait, le projet, il était quand même déjà plus ou moins validé en Ok, interne. Moi, je suis arrivé, j'ai mis une couche de oui, les gars, c'est ce qu'il faut faire. ok, Pourquoi on a divisé les coûts par 3? Alors déjà parce que Salesforce, ça coûte très très cher et que Shopify, ça coûte beaucoup moins et que c'est ok, progressif en fait en fonction ok. de ce que tu spends. Euh, Deuxièmement, parce que les coûts de structure, payer un développeur Shopify, ça coûte beaucoup moins cher que développeur Salesforce. Dev sur Salesforce, ça demande à se loguer sur un environnement avec un VPN. C'est très lourd en fait. Ok. Et donc ça coûte cher d'avoir des consultants et des développeurs Salesforce. Donc ça nous a permis d'être à la fois plus agile et de payer moins cher aussi les développeurs. Et ensuite, dernier point, Shopify, ça va nous permettre derrière en fait de pouvoir tester à un coût qui est beaucoup moins important. Et ça, c'est hyper important quand tu as un site e-commerce. C'est vraiment de constamment tester ta page produit, tester ta homepage, tester tes offres, tes landing pages. Et sur Shopify, on a la chance d'avoir un écosystème d'app qui est hyper fourni. Genre vraiment, c'est vraiment la long tail en fait. Il y a énormément d'apps pour plein de petits commerçants que tu peux tester en fait gratuitement. La plupart des apps, elles ont 7 jours d'essai, 15 jours d'essai. Et donc ça te permet rapidement de tester quelle est ta structure optimale de page. Et ton but en tant qu'e-commerçant, en fait, c'est d'arriver à cette structure optimale pour ensuite le switch en headless. Je sais pas si l'audience... Headless, c'est une structure de site en fait qui est ultra rapide, mais qui pour le coup est moins agile. Et en Ok. général, les e-commerçants qui testent souvent sur Shopify, dès qu'ils ont atteint la structure, on va dire, de leur site idéal ou presque idéal, ils switchent en headless pour gagner en performance parce que c'est quand même conséquent. Ok. Et quand tu dis idéal, c'est le qui apporte le meilleur taux de conversion? Tu vas regarder le taux de conversion, forcément, mais il faut regarder toutes les métriques que tu as avant aussi. Tu vas regarder ton taux d'ajout panier, tu vas regarder ton taux de complétion de checkout. Donc, et ça, c'est des trucs, enfin, tu as besoin, imagine, tu lances un e-commerce from scratch, tu as besoin de data pour savoir que, imagine par exemple, tu mets une progress bar dans ton checkout. Ok. Donc la progress bar, c'est une barre de complétion qui se remplit en fonction, tu rajoutes des trucs dans ton panier. C'est un Ok. truc qui est utilisé très souvent par des e-commerçants et qui est extrêmement efficace. Ok. Et bah, typiquement, tu as besoin de tester plusieurs offres, plusieurs paliers. Est-ce que tu mets la livraison gratuite à 100 euros? Est-ce que tu mets un produit offert à 150? Et genre, tu as besoin de faire énormément de tests pour savoir quelle est la structure idéale et en fonction de quel temps de l'année. Ok. Et une fois que c'est bon, bah, tu recopies en fait ta structure de page en headless et en fait, tu vas gagner naturellement en fait en performance à toutes tes étapes en fait de ton site. Et ça, faut le faire pour chaque pays et ou bien c'est une structure globale qui va marcher? Parce que Ouais, je sais que vous êtes disponible dans 90 pays ouais. avec, Globally? Ouais, Ou on utilise Globally, ouais. et comment tu gères une complexité pareille Mmh. pour et garder en cohérence? C'est une bonne question et je dirais que, il y a pas de structure idéale, c'est en fonction de tes objectifs, en fait. OK. On peut pas être bon sur tous les pays, ça c'est sûr. Donc, nous on a choisi notre cheval de bataille, c'est, la France, les US, le Japon OK. et maintenant certains pays d'Europe qu'on est en train de lancer en propre. Donc on a un site effectivement, on avait un site international, on gérait 90 pays. La réalité, c'est qu'on en gère un petit peu moins maintenant parce qu'on a préféré être, bon, être meilleur dans les pays qu'on livre, plutôt que d'avoir une expérience client qui est moyenne sur des pays où on n'assure pas de bout en bout, une bonne expérience client. Mais du coup, pour répondre à ta question, hem en fait, avoir un site multilangue, multidevise, c'est génial pour tester son marché, pour simplifier, parce que Globally, c'est quand même un outil qui t'apporte beaucoup de simplicité. Il va te proposer des moyens de paiement adaptés en fonction des pays dans lesquels tu vends. Donc, si tu vends en Norvège, il va te proposer Klarna. Si tu vends
Aux Pays-Bas, va te proposer Ideal. Si tu vends en Allemagne, il va te Hmm. proposer Sofort. Et si toi, personnellement, tu devais contractualiser avec chacun des PSP, enfin, bonne chance. Ça prend du temps. Ouais, tu as des KYC, enfin, c'est hyper long. La logistique aussi, pareil. Donc, le Globally gère aussi toute la partie logistique pour toi, acheminement vers des pays où des fois tu as des taxes, des duties. Donc, c'est hyper cool pour se lancer dans un marché, le tester, récupérer des learnings. Par contre, dès qu'un marché est validé, pour moi, c'est important de lancer un site en propre. Donc, quand je dis un site en propre, ça revient à dire dans Shopify Plus avoir un storefront. Donc, c'est donc un site Shopify en fait. Donc, un seul URL qui va être lié évidemment au reste du site, mais ça va te permettre d'avoir un SEO local, tu vois, qui est beaucoup plus performant. Ça va te permettre d'avoir une vitesse de chargement plus élevée, des devises dans le bon pays, un CRM, donc de l'email marketing dans la bonne langue, beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons que, à un moment, tu te dis, ok, ça vaut le coup d'aller sur ce pays. Et voilà, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec certains pays européens. Et pour les e-commerçants qui aujourd'hui souhaiteraient, tu vois, ouvrir un nouveau pays, disons qu'ils sont juste en France, Ouais, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que tu... oh, parfois tu peux dire, bah écoute, les UK, les US, les deux c'est en anglais, j'envoie les deux et je vois. ouais. Est-ce que c'est une erreur ou... En fait, ou- ça dépend de ton budget parce que théoriquement, et c'est ce qui est magnifique dans l'e-commerce, c'est que tu peux vendre partout dans le monde. C'est vraiment c'est la magie de ce monde. Par contre, si tu le fais de manière pas trop réfléchie, tu risques de te brûler les ailes. Donc, aller aux États-Unis, enfin, viser les Big Four, donc les US, UK, Canada, Australie, c'est, on va dire, même langue, plus ou moins les mêmes habitudes. C'est un marché qui est colossal. Mais on peut se brûler les ailes en y allant si on n'est pas assez bien préparé, parce que ça coûte très cher déjà. Je te donne un exemple, des CPM en France, pour une boîte qui est mature, ça peut te coûter 6, 7, 8 euros. Aux États-Unis, c'est 16, 17, des fois 20 le Black Friday. C'est encore beaucoup plus important. Donc, il faut être prêt en fait à dépenser beaucoup pour Hmm. espérer à être rentable. Et par contre, après, c'est les marchés qui te permettent de scaler le plus loin, le plus vite possible. C'est vraiment extraordinaire, la croissance dans ces marchés-là. Mais il faut faire gaffe encore une fois, parce que voilà, tu veux faire ça, tu veux vendre aux US. Il y a 3 semaines, tu as Trump qui a enlevé la taxe de minimis. Je ne sais pas si tu étais au courant. Donc, en fait, c'est une taxe pour tous les produits. Avant, tous les produits en dessous de 800 euros étaient exemptés de taxes douanières. Ok. Là, c'est 20% pour tout le monde, peu importe ce que tu envoies. Donc, c'est un truc qui peut briser ta boîte du jour au lendemain si tu n'es pas bien préparé Ok. ou si tu es trop tight sur tes marges. Donc, se lancer sur les US, très bonne idée, mais il faut être accompagné. Il faut aussi que juridiquement, sa structure, elle soit correctement liée à sa maison mère, par exemple, si on est en France. Moi, je conseille plutôt d'aller sur des marchés qu'on connaît, des marchés. Donc, si on fait la France, par exemple, ben, les marchés limitrophes, Belgique, Suisse, Espagne, Italie, Allemagne, tout ça, c'est des marchés qui sont très bien. On peut se débrouiller avec la logistique qu'on a pour livrer avec nos propres moyens, enfin, avec notre propre 3PL euh, dans ces pays-là. Et voilà, ouais, y aller en fonction de son budget. Si tu n'as pas un budget énorme, ne va pas en Allemagne. C'est un marché qui est gros, gros pouvoir d'achat, mais les Allemands sont très compliqués comme consommateurs. Compliqués dans le bon sens. Ils sont exigeants, ils ont le droit de l'être, payent beaucoup par PayPal. Ça peut potentiellement être un problème si on n'est pas très bon avec PayPal. Ok. Donc voilà, si on a un budget plus abordable, peut-être la Belgique, la Suisse, l'Espagne ou l'Italie. Quel est l'indicateur pour toi que c'est le bon moment d'internationaliser? Si, tu vois, imagine demain, j'ai une marque de chaises Ouais, ou de gobelets. ouais, Là, j'ai fait la France, j'atteins un chiffre d'affaires à peu près curant ou pas. ouais. Euh, à quel moment tu dis, vas-y, là, j'en teste un? Mieux vaut en tester un ou trois direct, ça revient au même, ou vraiment mieux vaut y aller un par un? Et quel est le bon moment? Est-ce qu'il y a? Alors, il y a plusieurs écoles. Je pense que en école de drop, ce qu'on fait, c'est qu'on lance une campagne broad sur plein de pays européens. Donc, en général, si tu as un bon produit, tu peux avoir des ads en anglais et ça suffit parce que aux Pays-Bas, on parle très bien anglais. En Allemagne, on parle bien, bien anglais. Dans les pays scandinaves, pareil. Peut-être pas dans les pays du sud de l'Europe, mais, Moi, je suis d'accord. mais ça se tente. Et donc, du coup, on peut décider de lancer des campagnes en Europe
et voir si il y a un pays qui prend plus que l'autre. On va pas forcément regarder que le taux de conversion, mais on va essayer de regarder les coûts par clic, les CTR. Est-ce que mon message résonne auprès de ces audiences-là? Et après aussi, en fonction de ta logistique, est-ce que c'est pas très compliqué de le livrer à plein de pays européens? Ou est-ce que vaut mieux se concentrer sur un seul marché? Je dirais le déclic ou en tout cas le signal pour se dire: «OK, il faut que j'internationalise», c'est quand tu penses que tu as atteint un plafond de verre dans ton marché local. Après je pense qu'il y a aussi d'autres solutions pour, exploiter au maximum son marché local. Si tu es une DNVB, bah, de temps en temps, c'est mieux d'aller voir ce que tu peux faire en retail et en off pour créer des synergies entre les 2. Ça a marché pour plein de boîtes. Le contraire aussi, hein, du retail qui arrive à saturation, bah, se dit: «Bah, en fait, là, j'ai besoin d'online». Donc, ouais, je dirais essayer de regarder ce qu'on peut faire en offline, d'abord et puis ouais, tester sur des marchés qui sont accessibles, où on n'a pas besoin de dépenser forcément des gros budgets au départ et voilà et rester frugal aussi. Aujourd'hui, du coup, tu arrives à faire plusieurs pays en Shopify, plus Globally, mais il y en a peut-être d'autres, et cetera. Et est-ce que dans ta stack d'outils ou les outils que tu utilises au quotidien, tu en as des indispensables et peut-être quelques tips pour des e-commerçants ou d'autres boîtes? Ouais. Hem, Qu'est-ce que tu mets dans ta boîte à outils? Celle du quotidien et celle où tu dis: «C'est des belles découvertes». Moi honnêtement, je regarde beaucoup les reportings que vont nous fournir nos agences. Donc c'est des reportings où on va suivre, notre media spend au global. Donc je vais regarder le MER au quotidien et je vais OK. regarder notre blended CAC. Donc en général, ouais, je suis assez tradi, je vais regarder la plupart des métriques qui m'intéressent honnêtement sont sur Shopify. Je vais rarement sur Google Analytics ou OK. plutôt genre, 1 fois par mois, tu vois? Pour, faire une comparaison avec, last year. Mais en général, voilà, ce qu'on regarde sur Google Analytics, on n'a pas besoin de le regarder tous les jours. OK. Moi, ce qui va m'intéresser, ce qui va m'intéresser, c'est les données du back office. Donc, les ventes, mon panier moyen, quand je mets des bundles et C'est quoi des aussi bundles? des bundles, c'est quand tu associes des produits, OK. entre eux. OK. Et en général, oui, je vais regarder en fait ces indicateurs par rapport à l'année dernière, toujours, pas par rapport au mois dernier ou au Mmh. mois suivant. OK. Enfin, c'est là où je reviens sur le point de la saisonnalité. Tu peux pas te comparer au mois dernier, parce que le mois dernier, il y avait une dynamique différente. Et donc, ouais, tu as des fois des gens qui vont grogner parce que tu as fait moins que le mois dernier, mais en C'est fait, c'est clair. peut-être juste normal, C'est tu vois. Donc c'est toujours par rapport à un an. Donc Google Analytics moins, Ouais. les rapports des agences, niveau Shop- CRM, Shop- email, et cetera. Shopify, exactement. Et après, moi, je suis quand même un mec qui vient du social ads, parce que je me suis quand même formé dans ça. Donc, je regarde constamment Facebook Ads Library. Je suis un stalker. Je regarde ce que toutes les boîtes font. OK. Euh, Parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, si tu veux performer sur du social ads, il faut que tu maîtrises la créa, il faut que tu maîtrises de tester différentes approches créatives. Et aujourd'hui, je suis convaincu que c'est ce qui permet à une boîte de passer de 5, 10, 50 millions. C'est la partie creative testing. OK. Hem, Tu regardes les créas dans la bagagerie ou tout type Ah non, non, pas de du tout le tout monde? que dans la bagagerie. Non, on regarde plein d'univers différents parce que les créas, c'est pas forcément. Alors, c'est le message, c'est qu'est-ce que tu dis, mais c'est aussi qu'est-ce que tu dis à quelle audience. Imagine, tu as un produit et ton produit, il peut parler à 6 audiences différentes. Et si 6 audiences, peut-être qu'elles n'ont rien à voir. Il OK. y en a qui vont kiffer le design de ton produit. Il y en a qui vont kiffer le côté médical, le côté ergonomique. Il y en a qui vont adorer le côté productivité. Enfin, je sais pas, je dis des bêtises. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il faut savoir parler à tous ces segments d'audience-là et venir avec des messages adaptés. Non seulement des messages adaptés pour chacune de ces audiences, mais aussi des créas adaptés. Donc tu peux adapter le messaging, tu vois, c'est quoi le message que tu essaies de faire passer, mais aussi visuellement, tu peux jouer sur plein de trucs. Tu peux jouer sur les contrastes, tu peux jouer sur un effet, ce qu'on appelle un peu hook ou stop scroller, qui, comme son nom l'indique, te stoppe ton scroll et jouer un peu avec ces techniques-là pour sortir du lot. Et du coup, on ne regarde pas que la bagagerie, on regarde tous les univers possibles. Il y a des outils comme, je pense, que ça s'appelle TrendTrack, qui te permet de très facilement, ou Minea par exemple, qui te permet de très facilement aller voir les pubs de tes compétiteurs, regarder combien ils ont de likes, combien ils ont d'engagement, combien ils ont de shares. Et en fait, c'est
très simple, ou d'aller même sur TikTok, regarder quelles sont les conditions de la viralité. Et l'idée, c'est juste de reprendre des concepts existants et voilà, de surfer un peu sur ce qui fonctionne. Ok, Donc très clair. nous, on fait ça continuellement pour voilà, tester des nouvelles approches créatives et ne pas être essoufflé. Donc, Minea, Test Trend, Non, Shopify, Minea Trend Track. Trend Ah, il me Track, semble que c'est Trend Track. J'espère que je Shopify l'écorche pas. Backoffice, Facebook Library. Facebook as Library, ouais, exactement. Et s'il y a d'autres outils, on les mettra en description, en commentaire. Ouais. Et du coup, 124% de croissance annuelle, EBITDA multiplié par 6. Quelles sont les 2-3 initiatives les plus puissantes qui ont généré ces résultats? Déjà la migration, on va pas se mentir. Même si on a perdu certaines choses avec la migration, je vais en revenir un peu plus tard. Mais ce qu'on a gagné a largement offset ce qu'on a Ok. perdu en quelque sorte. Et en gros, ce que ça nous a permis, c'est d'être beaucoup plus performant sur les marchés qu'on avait historiquement. Il faut savoir la France et les US. On a augmenté notre taux de conversion, on a quasiment doublé en fait en passant sur Shopify. Et c'est cette logique de testing dont je te parlais tout à l'heure, où on a pu très facilement tester de nouvelles offres, tester de nouvelles pages produits, tester, je parlais des bundles tout à l'heure. Les bundles, c'est fondamental quand on a, ça se prête pas à tout, mais quand tu as un catalogue un peu fourni et que tu sais pas quoi faire de tes variantes et que, et ben sûrement en fait que t'as un trésor, tu vois, il est entre les mains, mais il faut juste savoir en fait le réagencer et pour trouver en fait l'alignement des astres. Donc trouver ton produit ou ta combinaison de produits idéale, le pricing T'as idéal, un exemple? le messaging idéal. Dans Je cette sais pas, partie bundle. nous aux États-Unis par exemple, on a la gamme Châtelet, c'est notre hero product. Ok. C'est une gamme qui marche très très bien. Typiquement, on a des achats à 2000, 2500 euros de Châtelet parce que les gens ils achètent toute la gamme. Ils achètent la petite valise, la moyenne, la grande, le sac à dos, le tote bag. Hmm. Et en fait, tu peux te dire, bah ok, en fait, ils achètent déjà, il y a déjà des paniers multi-produits, pourquoi je vais avoir besoin de changer? Mais en fait, juste le fait de pouvoir mettre la petite, la moyenne et la grande, au lieu d'avoir 3 produits, 3 SKU différents sur ton e-shop, tu en as juste un qui rassemble les 3, Ok. ça change complètement. Le fait de packager comme C'est ça. un bundle, ok. Le visuel, le fait de mettre un sac à dos, on veut souvent vendre un sac à dos avec une valise. Parce que nous, le problème existentiel qu'on a dans le monde de la valise, c'est le repeat. On n'a pas de lifetime value, on n'est pas une boîte de cosmétiques, tu vois, où tu achètes 3-4 fois ou de prêt-à-porter. Ok. Tu achètes une valise, a priori, tu n'as pas besoin de la changer pendant 4, 5, 6 ans. Si on a bien fait notre travail, si tu viens avant, c'est qu'il y a eu un problème, normalement. Mais du coup, pour contrer un peu cette saisonnalité, on essaye de rajouter des produits qui ne sont pas dans la saisonnalité de la bagagerie et qui vont venir apporter de l'AOV en plus. Ok. Et donc voilà, on va faire des bundles d'une valise avec un sac, d'une valise avec un autre sac, de ces 2 valises ensemble. Et peut-être les 2 valises, on va marketer ça, tu vois, pour lui, pour elle, tu vois, pour un couple. On va marketer ça peut-être pour un business traveler qui a besoin de facilement ranger son ordi dans la poche extérieure. Donc voilà, on revient toujours au sujet de il faut comprendre son audience et créer des bundles pour cette audience-là. Donc nous, on savait que les familles, par exemple, elles adoraient acheter plusieurs mêmes produits. Tu vois, genre, t'as la mère, le père, ils ont leur valise assortie, c'est tout mignon, ça fait d'ailleurs du super contenu. Et donc c'est à nous, en fait, de comprendre que cette audience existe et de proposer des offres et des produits adaptés. Et c'est comme ça que vous avez réussi à... J'ai vu que vous avez fait passer le panier moyen de 180 à 220. C'est Ouais. justement grâce au bundle ou encore quelque chose d'autre? Non, c'est les bundles et c'est tous les modules CRO en fait qu'on va mettre en place. Donc C'est-à-dire? CRO, Conversion Rate Optimization, Ok. comme son nom l'indique, c'est tous les dispositifs que tu peux mettre en place pour améliorer ton taux de conversion, mais pas que ça, ta performance. Parce que des fois, tu as besoin d'améliorer ton taux de conversion. Ça, c'est la métrique mère qu'on adore regarder, le Saint Graal. Mais la réalité, c'est que pris tout seul, c'est un très mauvais indicateur, le taux de conversion. Ok. Genre, il te donne pas grand-chose finalement sur ton audience. Parce que tu peux avoir plein de curieux qui arrivent sur ton site et qui n'achètent pas. Ou par exemple, des gens qui vont venir pour regarder le store locator. Tu vas dire, oh là, mon taux de conversion, il est moins bien qu'un tel. Enfin, bah oui, mais lui, c'est un DNVB. On n'a jamais besoin d'aller sur ce site pour voir un store locator. Donc, c'est normal que ton trafic il se dilue.
Mais voilà, pour répondre à ta question, euh, améliorer le taux de conversion, améliorer le panier moyen, en fait, c'est très simple. Euh, Soit tu améliores ton taux de conversion, donc c'est le nombre de personnes qui achètent, soit tu améliores le panier moyen par client. C'est globalement les deux façons d'accroître ses ventes, c'est mathématique. Et donc, dans un, ton but, c'est faire de la meilleure créa, faire de meilleurs testing. Et dans l'autre, c'est avoir un site qui est adapté, avoir des relances aussi. On parle des flows aussi sur Klaviyo, par exemple, qui nous permettent d'aller peut-être pas augmenter notre panier moyen, même si la réalité, c'est que si, parce qu'on va avoir des flows où bah, si tu achètes une valise d'une gamme, on va te proposer automatiquement les autres valises de la gamme dans un flow qui vient juste après. Et aussi des modules CRO, comme je t'ai dit. Sur le checkout, on avait parlé de la progress bar en début d'épisode, très important pour faire augmenter son panier moyen, ou tout simplement avoir des modules de cross-sell ou d'upsell directement dans sa page produit pour associer des produits qui sont complémentaires. Et donc, taux de conversion, vente, upsell, etc. Et vous avez dû faire un bon travail d'ads pour multiplier, tu vois, les bidas. Aujourd'hui, vous avez un mix d'acquisition entre Google, Meta, TikTok. Ouais. Combien vous dépensez par mois? Je sais pas si on peut le dire ou autre, mais en échelle de grandeur. Ouais. Et comment c'est réparti? Alors déjà, ça dépend énormément de quel mois on se trouve. En juillet, on dépense beaucoup plus qu'en septembre Ok. ou qu'en mars. Parce que les gens vont voyager. Déjà, mais parce que c'est aussi les soldes. Ah, Et donc ouais, en général, les gens achètent une valise. C'est une stat qui est sortie. Quasiment 9 personnes sur 10 achètent une valise parce qu'ils ont besoin de remplacer la leur. ok, Et donc, on est intimement lié au monde du voyage ok. et les grands temps forts. Donc Noël, les vacances d'été, les vacances scolaires. On dépense à peu près 20% du budget qu'on doit faire en marketing, pour te donner Ok. un ordre de grandeur. Donc si on doit dépenser, si on doit faire 1 million d'euros sur un mois, on va dépenser à peu près 200K. On se limite pas à ça, c'est juste un indicateur. Quand tu dis on doit faire 1 million d'euros, c'est on doit faire 1 million d'euros de CA? Ouais, Ok. 1 million d'euros de CA, TTC, on va dépenser environ 200K. Et les 200 000 meilleurs euros. recos pour tous les e-commerçants, c'est de rester dans du. Non, en fait, faut vraiment pas suivre aveuglément ce truc-là. Ok. Ça te donne vraiment juste une indication de est-ce que je surdépense ou est-ce que je sous-dépense. Avoir un MER faible, c'est pas du tout un problème si ta contribution margin elle est bien, si tes métriques sont au vert. Ok. Enfin, c'est vraiment un ensemble en fait. Donc voilà, faut regarder tout ça. Et aujourd'hui, entre Google, Meta et TikTok, Alors, on dépensait historiquement. En fait, alors déjà, on différence les périodes d'OP, d'opération commerciale, et Ok. les périodes de non-OP commerciale. ok. Les périodes d'opération commerciale, donc Black Friday, soldes, French Day, tout ce que tu veux, historiquement, on a toujours plus dépensé sur Meta Ok. que Google. Ok. Parce que sur Meta, on avait des supports visuels qui nous permettaient de mieux partager notre offre. Donc voilà, tu as l'occasion, enfin, tu as les Reels, tu peux mettre de la vidéo, tu peux mettre du Des images, surtout, statique, une image, des GIFs. Donc, et nous, on était bons en créa, donc on savait qu'on allait pouvoir passer par Meta pour facilement faire véhiculer notre offre. Là, récemment, on dépense plus sur Google, même en période d'OP. Pourquoi? Je ne saurais pas te dire maintenant. Je sais que Google a fait évoluer énormément son outil avec notamment des campagnes comme Pmax et d'autres campagnes qui ressemblent un peu à ce que Facebook appelle CBO ou Dimension, je pense. Où voilà, tu mets plein d'assets en fait, tous les assets que tu as, et Google va se tâcher en fait de les répartir sur les touchpoints qu'ils pensent qui vont te rapporter des conversions. Et nous, pour le coup, on avait un super coup d'acquisition sur Google là sur les derniers soldes. Mais voilà, c'est que depuis récemment, si on parle des années précédentes, on dépensait quand même plus sur Meta que sur Google. Et TikTok? TikTok, on a commencé un petit peu, surtout aux US, mais ça va vraiment commencer en fait à partir de l'année prochaine. Pourquoi? C'est une décision de la boîte. En fait, Ok. pour se lancer sur TikTok, il faut être capable de créer aussi du contenu adapté pour TikTok. Ça demande une organisation ou travailler en fait avec des créateurs de contenu qui peuvent créer du format qui est TikTokable.
TikTokable. Exactement, tu l'as très bien dit. Et le contenu TikTok, c'est pas le contenu ni Pinterest, ni Snap, ni Meta. Tu sais, on disait le attention span, enfin, pardon, le temps d'attention d'une personne était de 3 secondes sur Meta. Progressivement, le 3 secondes, il est passé à 2 secondes. Sur TikTok, c'est 1 seconde. Donc, si t'es pas bon sur ta seconde, sur ta première seconde, Et là, tu dis, ok, je regarde. t'es dead. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui font l'erreur de se lancer sur TikTok, qui veulent faire déjà du paid ads. Enfin, ça marche, mais ça va être relativement limité. En fait, il faut, comprendre les codes de TikTok, avoir une armée de créateurs de contenu pour constamment tester ces approches créatives, parce que ça se trouve, ça va pas du tout marcher avec ces pools de créateurs de contenu, mais ça va marcher avec ceux-là. Donc, il faut constamment tester. Et maintenant, avec TikTok Shop, par contre, ça devient vraiment intéressant de se lancer sur TikTok Shop et avoir... TikTok Shop, c'est très simple, c'est des créateurs de contenu qui sont vus comme des affiliés, en fait. Et voilà, si leur contenu permet de générer une vente, ils touchent une commission. Donc, ça fait que voilà, ça ouvre un nouveau marché. Surtout les créateurs de contenu qui disent, OK, je pense que l'audience de cette boîte, je peux leur parler. L'audience de cette boîte, je peux leur parler. Et ouais, je connais plein d'histoires de boîtes qui ont scalé avec TikTok Shop et qui font des centaines de millions aujourd'hui. Et ça devient un levier hyper, hyper important. Plus que Google, du coup, aujourd'hui, parce qu'il y a direct une... Ça, c'est hyper intéressant. Il y a un autre point, est-ce que, par rapport à ChatGPT, Ouais, moi, c'est tout con, mais je vais plus sur Google. C'est Ouais. catastrophique, tu vois. ouais, c'est vrai. Et est-ce que les e-commerçants, comment ils voient ce tournant? Parce qu'à chaque fois que là, j'ai une recherche à faire, je vais sur chat. Limite, là, maintenant, je l'ai mis en bouton. Ouais. Et là, hop, ça me l'ouvre direct, je pose ma question, merci, au revoir. Ouais, c'est vrai. Et je t'avoue que moi aussi, j'ai un peu ce réflexe. Mais on vit un peu dans une bulle. La plupart des gens utilisent encore Google pour la très, très grande majorité. Et en tout cas, pour leur recherche. Je pense que ça va être très rapidement remplacé parce que ChatGPT est évidemment en train de s'imposer comme l'outil de recherche incontournable. Mais Google met aussi beaucoup d'argent avec Gemini pour venir contrer ça. Donc en fait, ta recherche Google, ça va revenir au final à ta recherche ChatGPT. Et donc je pense qu'il y a quand même besoin d'avoir un mix média où tu utilises tous les canaux. Être bien référencé sur Google te permet d'être bien référencé sur ChatGPT. Ouais, Donc en c'est fait, ça tu peux aussi. pas te passer de l'un complètement. Et c'est un sujet qui est hyper intéressant et j'ai plein d'opinions dessus. Mais ouais, enfin, ChatGPT aussi est nourri par le web. Donc qu'est-ce qui se passe si demain tu nourris plus le web avec tes blogs, avec tes insights, tes learnings? Bah en fait, ChatGPT aura moins de... Ouais, mon point, après, on n'est pas obligé de rester dessus hyper longtemps, mais euh, vu que on va moins sur Google et plus sur ChatGPT, est-ce que tu vois, tu auras le même spend? Est-ce que tu vois, tu seras pareil? Potentiellement oui, potentiellement non. Ouais. Mais Bah, en fait, sur ChatGPT, tu as déjà des blocs d'achat, un peu comme l'équivalent de Google Shopping. ok. Euh, et donc, Et et les donc ouais. boutons directement pour acheter? Alors, je sais pas si. Alors, je pense que ça va être déployé bientôt, mais en tout cas, j'ai demandé à ChatGPT de me conseiller une sélection produit. Et c'était un peu comme un format Google Shopping. Donc, je Ok. pense que c'est un peu les prémices de ce qui arrive. Et Parce pour que je moi, vois qu'ils c'est. veulent se brancher à Shopify en plus. Oui, exactement. Donc il y a moyen que ce soit un banger encore. Ah ouais, mais alors la connexion ChatGPT V5 Shopify, ça va être une tuerie parce que bah, tu auras en fait ton propre e-commerce manager. En fait, il pourra analyser tes datas de façon proactive, analyser tes campagnes et savoir s'il faut baisser, rajouter. Enfin, on rentre dans un monde qui est à la fois fascinant et qui fait aussi un peu peur. Parce que moi, je pense aussi à tout un peu les jobs juniors où tu es censé apprendre ce genre de choses à la sortie d'école et qui malheureusement sont juste trop facilement remplaçables par l'IA. Mais bon, c'est un autre sujet. J'ai vu que, sur un autre sujet, j'ai vu que vous aviez fait un partenariat DLC avec Roland Garros. Ouais. Pourquoi? Comment ça s'est fait en backstage? Alors, on n'a pas que Roland Garros comme partenariat. Et Roland Garros, c'est un très vieux Pour 2027, partenariat. pardon, ouais. Ah non, mais on a Roland Garros depuis de très très nombreuses années. Ok, On a des partenariats aussi avec des marques comme Jeep, comme Benetton, ok. comme Peugeot. Donc ouais, c'est dans l'ADN de la marque de faire des collaborations et aussi de faire
profiter de l'expertise bagagerie à des boîtes qui veulent pas forcément faire des bagages. Nous, on sait faire des bagages, donc souvent on fait des choses en co-branding. Là, pour Roland Garros, c'est plutôt un partenariat euh, qui est assez simple, assez classique, mais voilà, ça nous permet d'exister sur cet univers du tennis. Et voilà, ça crée des associations qui sont intéressantes avec ces univers-là. Donc ouais, c'est cool des partenariats. Par contre, il faut faire gaffe à ce que les partenariats, quand on va créer ou co-développer des gammes de produits qui ne vont pas venir cannibaliser ton offre actuelle. Ok. Ça, c'est un point important quand tu lances des partenariats ou du co-branding. Aujourd'hui, selon toi, c'est quoi le plus dur dans la gestion d'une marque internationale? Est-ce que c'est le recrutement? Est-ce que c'est la logistique? Est-ce que c'est l'acquisition? Ou un autre, hein? En fait, moi, je laisse beaucoup de liberté aux e-shop managers pour gérer à la fois leur calendrier comme ils le veulent, les prestats avec qui ils travaillent. Ok. Donc, sur le recrutement, je dis que si tu recrutes des personnes qui sont alignées, ça se passe plutôt bien. Euh, je pense que le plus difficile pour une marque, c'est d'être ISO et d'être cohérent sur tous ces touchpoints, que tu sois en Bulgarie ou en Argentine. Ok. Comment tu fais en fait pour que ta marque, elle transpire le même ADN où qu'elle soit, online, offline. Et ça c'est un vrai défi parce que quand tu es dans une petite structure, tu es 10 personnes, ça va, tout va bien. Dès que tu as 200, 300, 400 personnes, ça fait beaucoup plus d'interactions Est-ce que vous êtes combien aujourd'hui? entre les personnes. Nous, on a à peu près ça, on a à peu près 300, 400 Ok. dans le groupe. Et donc, quand tu as une multiplicité d'interlocuteurs, c'est forcément plus compliqué de tout gérer, tout homogénéiser. Donc nous, des fois, il y a des pays sur lesquels on est présent, mais on n'est pas présent en direct. Donc la Pologne, la Grèce, le Brésil. On va avoir des distributeurs là-bas qui sont DLC, qui vendent du DLC, mais qui ne le vendent pas avec nos outils. C'est leur CMS. Donc nous, on leur donne des conseils sur quel CMS choisir. On leur met à disposition aussi des assets graphiques qui vont leur permettre d'avoir voilà, des créas, des assets adaptés à l'image de marque. Mais l'idée, en fait, c'est aussi de comment contrôler tout ça et comment être sûr que tout le monde respecte cette image de marque. Et ça, c'est un vrai défi. Comment on peut organiser entre l'acquisition, la créa, le data et le branding? Tout est géré sous ton... Non, alors moi, je suis pas trop côté branding. Ok. Moi, en fait, si tu vois le funnel d'acquisition, je suis sur du bas de funnel, du retargeting. Mais par contre, je coordonne ça avec notre directrice branding et communication. Parce que voilà, moi, j'ai besoin d'elle pour nourrir mes audiences que je vais venir convertir. Et elle a besoin de moi pour mesurer aussi l'impact de ces actions marketing. Même si moi, quand je vais chercher surtout du chiffre d'affaires, de la marge, un taux de conversion, pour elle, ça va être plutôt le nombre d'impressions, le reach, des brand lift surveys aussi. Ça, c'est quelque chose qui est assez peu utilisé par les annonceurs et qui est hyper important. Un brand lift survey, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais Meta et Google proposent ce genre d'études qui vont analyser ta notoriété avant et après une campagne de branding. Ah, ok. Et pour savoir, pas forcément si tu as acheté ou pas, mais genre juste, est-ce que tu peux me citer les marques de bagagerie, par exemple, que tu connais? Et donc, du coup, on va proposer Samsonite, Eastpak, LVMH, Rimowa, DLC. Et l'idée, c'est de savoir si on a augmenté sur, je pense que c'était les termes, c'était voilà, est-ce qu'on réfléchit spontanément à une marque ou est-ce qu'on réfléchit de manière assistée à une marque et tu vois ton uplift que tu fais sur ces campagnes de branding. Par contre, ces campagnes de branding, moi j'ai appris qu'elles étaient pilotées de manière complètement différente des campagnes de conversion. Campagne de conversion, là on veut vendre une valise. Toute personne qui a un voyage bientôt prévu ou qui a besoin de changer sa valise est potentiellement un client. Donc on Ok. est vraiment sur des audiences hyper broad et tout le monde est potentiellement un client et c'est aussi la force quand tu es dans une industrie où tu as un produit où tu as ce qu'on appelle un total addressable market qui est suffisamment grand. Euh, ouais, pardon. Demain, si tu devais recommencer un e-commerce de zéro, Ouais. quelles seraient quoi les 3 actions par lesquelles tu commencerais? Qu'est-ce que tu ferais en premier? Commencer un e-commerce de zéro. Ouais, là, tu recommences from scratch. Les 3 priorités que tu mettrais en place dès le début.
Je pense que ça vient toujours aux mêmes principes fondamentaux qui existent depuis des décennies et qui sont au nombre de 3. Ça tombe bien. Le premier, c'est ton produit. Le deuxième, c'est ton marketing. Le troisième, c'est ta communauté. Ok. Donc, ton produit, euh, il faut que ton produit, en fait, ce soit un banger. Il faut que ton produit, soit ça résout un vrai problème, soit c'est un produit qui visuellement est hyper intéressant. Parce que dans les types de produits, tu as deux types. Tu as des produits fonctionnels et des produits visuels. Il faut savoir dans quoi tu te situes. Est-ce que tu vends un marteau ou est-ce que tu vends un t-shirt design? Ok. Et pour les deux, c'est des processus et c'est des méthodes qui sont un peu différentes. Donc, il faut savoir dans quoi tu es bon. Est-ce que tu es bon, tu es un mec analytique, logique, va dans un produit fonctionnel. Si tu es bon sur créer du contenu, créer une brand, raconter une histoire, va sur un produit visuel. Ok. Donc, premier, c'est avoir un super produit qui te permet de faire des belles photos, qui te permet d'être visuel, ou même si c'est un produit fonctionnel qui rend bien. Deuxième, c'est avoir un marketing surpuissant. En fait, pour moi, c'est impossible que quelqu'un se lance en e-commerce et ne maîtrise pas toute la partie acquisition et création de contenu. Pour moi, c'est les deux piliers fondamentaux. Tu maîtrises ça, tu peux aller très loin, tu Ok. peux avancer très vite. Sinon, en fait, tu vas toujours être bloqué et vraiment avoir un frein à ce niveau-là. Et le troisième point qui est hyper important, c'est avoir une communauté forte, soit avec qui tu construis ce produit, soit vraiment que tu vas utiliser en ayant des groupes Discord, en alimentant en fait des lives, mais vraiment t'appuyer sur cette communauté pour faire grossir ta marque, avoir des égéries, et voilà, surtout interagir avec sa communauté et lui parler. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu vois aujourd'hui pour des marques d'NVB ou monoproduits et quand elles veulent scaler en ligne, elles font à peu près toutes la même erreur. Est-ce qu'il y a des patterns, des erreurs que tu revois souvent? Je vois souvent les mêmes erreurs, ouais. On revient toujours au même sujet, c'est de ne pas tester assez de créa. Ok. Tu te dis, ouais, j'ai testé 20 créas ce mois-ci. Je fais, mais non, en fait, tu comprends pas. Il faut que tu en testes 150 par semaine. Genre, c'est à ce point que tu as besoin d'avoir une diversité de créa. Et genre, je pense qu'il y a une désillusion sur. Déjà, en fait, il y a le marché FR et le marché US. C'est deux marchés qui sont très différents. Moi, je suis des youtubeurs anglophones et des États-Unis depuis des années. Je suis des youtubeurs français aussi. Les approches sont un peu différentes. En France, on a moins ce côté créa. Aux US, tout de suite, on te dit il faut que tu. Et comment tu crées 150 créas par semaine? Il te faut ce qu'on appelle en anglais une creative factory. Donc, alors, je ne vais pas mentir, à internaliser, c'est très dur d'avoir Ok. ça. C'est très dur parce que ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de skills, des contacts et avoir des process. Le mieux, c'est de passer par une agence. Le Ça coûte problème, c'est que combien d'avoir 150 créas semaine? Tu vois, euh, je ça, vois des e-commerçants qui sont clients chez nous. ouais, euh, Ils me poseraient la question, ils me diraient, mais attends, eux, je pense qu'ils ont une créa qui marche bien et ça fait 2 ans qu'ils la font tourner. Et ouais. là, comme tu dis, c'est peut-être une erreur. Mais d'en faire 150 semaines, euh, ça prend combien de temps? Ça coûte combien? Euh, À la grosse, hein, pas besoin d'être dans les détails, mais tu vois, c'est parce que moi, alors, en pour le coup, fait, j'ai aucune idée. Même moi, tu vois, si ça devait m'intéresser demain, comment faire? la plupart des agences qui vont te proposer un peu ce format-là, c'est des agences qui vont se rémunérer à la perf. Hmm. Parce qu'en fait, il faut que ça vaille le coup de créer autant de créa. Hmm. Si ton produit et ta marque, enfin, c'est un peu la triste réalité, mais des fois, ça vaut pas le coup de faire 150 créas. Mais des fois, tu vois le produit, tu vois le positionnement, tu fais OK, là, si tu te lances en mode créa, en mode je vais créer 100 créas par semaine, tu vas cartonner. Donc, ouais, l'erreur que je vois, c'est de ne pas oser faire autant de créa. Et donc, pour répondre à ta question, c'est soit passer par une agence qui va faire ça pour toi, mais il faut que tu aies un minimum de spend. Si tu veux aller sur les US demain et tu dis, OK, je vais dépenser 5 000 euros par mois pour tester, il va te dire, non, c'est pas pour moi. Ou sinon, tu peux le faire en interne, mais c'est très compliqué. Je pense à des personnes comme Hudson Leo Grande, qui a fondé la boîte Comfort. Je pense qu'ils font à peu près 250 millions de CA par an. C'est Ok. pas une blague. Et eux, ils ont une armée d'influenceurs. Quand je dis une armée, ils ont à peu près 5000 créateurs de contenu
qui tous les jours postent entre 5 et 7 contenus par jour. Ces gens-là, ils gagnent 20, 30, 40 000 dollars par mois en commission, en affiliates, juste parce qu'ils se sont dit, OK, je vais capitaliser sur cette marque. Sa marque, elle s'appelle Comfort. Ils vendent des hoodies. Genre, il n'a pas inventé la roue. C'est juste que son marketing, il est hyper efficace. Il a un catalogue qui est hyper large. Et lui, il sait qu'il doit targeter les familles. En plus, il y a des audiences qui sont vraiment racisées. Donc, il va targeter les familles blanches de peau, les familles blondes, les familles métisses, les familles trucs. Et chaque mini-audience, c'est ce qu'il appelle lui un new stream of revenue. Et ça, c'est hyper intéressant en fait quand tu comprends que tes créas, tu les fais pas pour le bonheur de faire des créas, tu les fais parce que elles répondent à telle audience, telle mini-audience, et tu vas venir débloquer en fait un pocket d'audience que tu n'avais pas avant. Mais là, ces créas, elles sont complètement externalisées. Donc, en gros, il a trouvé 5000 influenceurs qui font eux tous 5000, donc ça fait 25 000 Ouais, par mois, par jour. ouais. Et il a des média buyers qui vont récupérer ces assets et pouvoir les tester sur toutes les plateformes. Et tu penses comment il a trouvé ces 5000 influenceurs? Tu passes par un site ou une plateforme? Ou- Alors, justement, en fait, c'est là que on revient aux trois fondamentaux. Product, marketing, community. Ok. Cette brand-là, Comfort, elle a un super produit, elle a un super marketing, et elle a une super communauté. La communauté, c'est la communauté des TikTokers qui créent du contenu, qui s'entraident. Ah, toi, qu'est-ce que tu as trouvé comme hook pour vendre plus sur TikTok Shop? En fait, moi, j'ai habillé mon chien de la même couleur que ma mère. Enfin, avec des hoodies kaki. Putain, génial. Hop, il a fait 1000 euros par jour avec cette nouvelle créa. Et donc, en fait, tu as cette communauté de créateurs de contenu qui s'aident. C'est même pas lui qui va les chercher, en fait. C'est eux qui postulent. Parce qu'ils se disent, OK, tu as une centaine d'influenceurs. Il a une centaine d'influenceurs qui font plus de 100 000 euros. 100 000 dollars, pardon, par mois, juste en postant du contenu. Donc, forcément, en tant que créateur de contenu, tu te dis, j'ai envie de faire la même chose que lui. Et genre, c'est ouf parce que demain, son acquisition payante, elle se stoppe. Sa boîte, elle tourne toujours. Parce qu'il a toujours des créateurs de contenu qui vont tourner avec des codes affiliés. Alors, évidemment, lui, il est généreux sur les codes affiliés qu'il partage. Et ça aussi, c'est un énorme learnings. Sois généreux avec tes affiliés. C'est eux, en fait, qui sont l'image de ta marque. Et nous voilà, pour répondre à ta question, il faut que tu deviennes suffisamment sexy, suffisamment désirable pour que ce soit les créateurs de contenu qui veuillent bosser avec toi plutôt que toi que tu ailles les démarcher. Et l'école aujourd'hui de l'influence, c'est fini de faire un shot à 300 dollars et de se dire OK, je vais espérer que ça fonctionne, ou 3000 ou 30 000. L'idée, c'est vraiment d'avoir un produit qui est intéressant et de pouvoir rémunérer les créateurs de contenu pour leur expertise, pour leurs skills. Donc, pour une marque qui voudrait passer de 1 à 5 ou de 5 à 100, ce canal marketing et influenceur, il est hyper important. Si tu as un produit qui est adapté, lui, sa marque Comfort, c'est des hoodies, c'est très visuel, c'est en plus, alors tout le monde vend des hoodies, mais lui, son parti pris, c'est de se dire qu'il y a un avantage bien-être mental et santé. Donc ils sont lestés ces hoodies, ils sont un peu plus lourds et ça fait vraiment genre ils jouent sur le côté médical, bien-être, et donc en fait le fait de faire ça, ça te permet en fait d'aller targeter des audiences qui sont réceptifs à ce type de message et pas que au prêt-à-porter parce que tout le monde peut faire son produit est hyper réplicable et c'est ça qui est encore plus bluffant, c'est que tout le monde peut faire des hoodies comme ce qu'il fait. Mais il a été bon sur Mais il a été bon sur le marketing, il a choisi son angle et surtout il l'a très bien fait avec une armée de créateurs de contenu qui parlent de son contenu. Ouais. Ok, hyper clair. Et j'ai vu que tu intervenais, tu es passé sur les brutakis de Kudak, Ouais. le panier. Je vois que tu aimes bien partager tes méthodes. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'aider et de partager ton savoir? Waouh, ça fait hyper pédant de dire ça, mon savoir. Non, la vérité, déjà, je suis pas un mec trop sur les réseaux. Genre, j'ai pas de chaîne YouTube, de compte TikTok ou quoi que ce soit. J'ai assez rarement l'occasion de faire ce genre d'exercice. Donc, quand je le fais, en fait, ça me fait plaisir parce que moi, j'estime que, même si j'ai fait une bonne école, etc., j'estime que ce que j'ai appris, je l'ai appris sur YouTube. Je suis un gars de YouTube. J'ai tout appris sur YouTube. J'ai appris à parler des langues sur YouTube. Je parle l'allemand grâce à YouTube, c'est pas une blague. Tu peux demander à des gens autour de moi. J'ai tout appris sur Internet et je continue à tout apprendre sur Internet. Donc pour moi, genre, j'ai envie d'un peu de rendre ce qu'on m'a donné et potentiellement aussi d'inspirer
des gens plus jeunes en fait à entreprendre, surtout en 2025 et dans les futures années qui vont être déterminants en fait pour l'entrepreneuriat au sens large, parce que ça va un peu s'imposer comme la seule voie pour sortir du monde qu'on a avec l'intelligence artificielle. Donc ouais, c'est toujours sympa de partager des best practices et ouais, aussi de partager avec d'autres e-commerçants. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est un truc aussi qu'on fait assez peu souvent et qu'on gagnerait à faire plus. Moi, j'apprends énormément en parlant à d'autres e-commerçants, à d'autres personnes qui sont pas forcément même dans l'e-commerce, mais d'autres professionnels. Et Il y a donc des voilà, c'est toujours youtubeurs cool. connus, Ouais. français, qui donnent plein de tips. Pas parce que je l'aime bien, mais je trouve que Théo, il a une super chaîne, Théo Ok. Lyon. Il est super pédagogue. Moi, j'adore sa façon à lui d'introduire les sujets, que ce soit des sujets qui sont directement liés au e-commerce ou que ce soit des sujets plus inspirants, comme un peu genre comment tu bosses, t'as tout ton orga. Et c'est un mec qui connaît son sujet. Donc, vraiment, big up à toi, Théo. Toujours un plaisir de discuter avec lui. Mais sinon, pour être tout à fait honnête, la plupart du contenu que je regarde sur de l'e-commerce, c'est du contenu Américain. américain, ouais. T'aurais deux personnes inspirantes en e-commerce. Un mec que je suis depuis 5-6 ans maintenant, c'est un Australien qui s'appelle Davey Fogarty. Ok. Je sais pas si tu connais. Plutôt francophone. Plutôt francophone. Ah oui, non, il est pas Mais franc. Davey Fogarty en Australie, il est Ouais, trop chaud. Davey Fogarty, ouais. Ok. Qui a... Bon, après, oui, c'est une chaîne anglophone, mais c'est un des mecs qui partage le plus de valeur en Ok. e-commerce que je connais. Et alors, évidemment, ses conseils, ils peuvent te servir comme ils peuvent pas se servir de tout. Ça dépend en Ok. fait à quel stade tu es. Mais moi, je trouve qu'il partage vraiment sans filtre et avec beaucoup de transparence. Ce qui l'a permis, c'est un mec qui a généré 850 millions de chiffre d'affaires avec ses boîtes. Ouais, c'est pas une blague. Sa boîte, c'était de hoodie. Alors, je sais pas si tu connais de hoodie. Ça avait pété pendant le Covid. Et c'est en fait des espèces de pyjamas, tu vois, genre tout cosy, tout moelleux. Pareil, le produit, c'est un ex-dropshipper aussi. Il a lancé ça, ouais, il a lancé ça, je pense, en 2020. Il l'a vendu, il est passé maintenant sur Shark Tank Australie, c'est un des juges. Et c'est un mec qui a, je sais pas, 26, 27. C'est un crack. Ouais, 27. Très très fort. Et deux marques que tu trouves inspirantes, très stylées ou qui arrivent bien à mêler les trois leviers dont tu parlais en France? Bah, déjà, Comfort, celle de Hudson, la marque de hoodie. Ouais. On peut pas passer à côté, en fait. Je Ok. pense que tout e-commerçant doit, même si tu vends pas, même si tu n'es pas dans le prêt-à-porter, juste comprendre, en fait, comment tu arrives à scaler à 250 millions, parce que c'est quand même prodigieux. Moi, je connais. Il est dans les top 10 des plus gros merchants Shopify Ok. et il est quasiment le premier shop sur TikTok. Ok. Donc pour moi, ça mérite de se poser, de se dire, OK, qu'est-ce que tu as fait pour amener le business à ce niveau-là? Moi, j'ai étudié vraiment sa strat marketing de A à Z et c'est passionnant ce qu'il fait. Euh, et voilà, sinon tu voulais Et un en autre. France, il y en a qui te. En Oui. France, non, en France, honnêtement, pas sur l'e-commerce. Je regarde un peu Guillaume Houbèche, Ouais. qui, bon, lui, c'est dans les SaaS, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de learnings, en fait. Ok. Même que tu sois dans un univers qui est un peu différent, que ce soit en B2C versus B2C. Il y a toujours des learnings. Et en fait, je vais toujours préférer quelqu'un qui est plus pédagogue, en fait, sur Google, sur YouTube, pardon, que quelqu'un qui a fait d'énormes chiffres. Évidemment, Ok. quand tu as les deux, c'est top. Mais je trouve que Guillaume, pour le coup, il est hyper pédagogue et il balance vraiment sans filtre, ce qui lui permet de créer une boîte qui est valorisée aujourd'hui à 150 millions. Je parlais avec la CMO de Mythique, qui est juste incroyable. C'est vraiment une bonne personne. Et Ouais, je suis content que cette boîte, elle grossisse, qu'elle fasse du chiffre avec progrès parce que elle est vraiment pleine de gens hyper aidants, hyper sympas, hyper ouais. motivés, ambitieux et que le mérite leur fasse. S'ils peuvent faire 1 milliard, je serais hyper heureux parce que c'est vraiment des bonnes personnes. Mais j'allais te demander un livre ou des ressources, mais en vrai, tu nous les as données. Il y a, Ouais. que ça soit ces deux dernières boîtes, l'Australien ou bien lui,
Ça peut être hyper intéressant pour les commerçants ou la chaîne aussi de Théo. Et il faut toujours s'instruire et apprendre et continuer. Exactement. Et, euh, et sur la clôture, on bosse ensemble sur Review Collect Ouais. depuis quelques mois. Est-ce que je peux avoir un peu ton ressenti? Comment ça se passe? Est-ce que l'onboarding s'est bien passé? Est-ce que le produit fonctionne comme prévu? Ouais. Et est-ce que les résultats sont là? Yes. Ouais, ça fait déjà quelques mois qu'on bosse ensemble. L'onboarding, franchement, ultra simple. Je vais pas te mentir. C'est pas parce qu'on bosse ensemble, mais c'est un des onboardings les plus simples, les plus rapides qu'on ait fait ensemble. Sur le résultat, je pense qu'il faut être un peu patient. Mais la strat, elle est là. Et nous, clairement, on avait besoin de challenger tout le dispositif qu'on avait pour récolter des avis, que ce soit les bons ou les mauvais, en fait. Parce que dans les mauvais avis, tu as envie de régler le souci de ton consommateur. Et si tu le fais bien, tu peux transformer un détracteur en ambassadeur. Et c'est là que en fait, on a des billes à jouer. Et quand on a des bons reviews, déjà, il faut savoir les capter au bon moment. Tu vas pas lui demander 6 mois après. Cette notion de timing, elle est hyper importante, chose qu'on faisait pas avant. Et donc, ouais, moi, je pense que c'est quelque chose que toutes les boîtes devraient avoir pour gérer leur réputation en ligne et pour aussi savoir mieux parler à leurs clients. Et ça passe par les comprendre à travers notamment ces reviews. Et votre note, on a aussi augmenté aussi. Ouais, Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et je suis ouais, très ça augmente content. chaque mois. Je sais plus combien on est maintenant, mais, euh, mais ouais, ça augmente chaque mois et c'est super positif en tout cas pour l'instant. En tout cas, c'est bon à savoir. On est très content de vous avoir dans l'aventure et de continuer à vous accompagner. Yes. Yacine, merci pour ton temps et pour cette heure de Merci à podcast que toi. j'espère